Bonsoir chers auditeurs, vous êtes sur Radio 67 106.9 et ce soir nous continuons donc avec Marmoutier, cette belle cité de Marmoutier, un très joli bourg. Nous avons dans nos studios Monsieur Pierre Katz qui déjà la semaine dernière nous avait parlé surtout un peu du musée d'art et des traditions populaires de Marmoutier, et puis il y a Gérard Perals qui avait commencé à parler de Marmoutier, mais malheureusement il ne restait plus beaucoup de temps. Je vais donc tout de suite donner la parole à Monsieur Perals et on va donc continuer avec Marmoutier. Soyez les bienvenus messieurs et à vous. Merci bien, bonsoir. Alors, quand nous avions abordé l'histoire de Marmoutier, nous en étions arrêtés à l'an 824. Il nous reste à peu près encore 10 siècles d'histoire à voir. Mais rassurez-vous, on ne va pas passer 10 siècles au détail, on va essayer de faire quelques raccourcis. Donc nous étions arrêtés en 824, donc après un incendie, une destruction de l'abbaye de Marmoutier. Et en 824, l'abbé Cels transcrit les limites du territoire de la marche de Marmoutier sur un parchemin. À cette époque-là, au IIe siècle, lors de la reconstruction, enfin au IIe siècle un peu plus tard, lors de la reconstruction de l'abbatiale, ils le firent graver sur une pierre circulaire en forme de meule, avec au centre la basilique du XIIe siècle, entourée de 8 cercles concentriques où sont transcrits les limites de la marche de Marmoutier, précédée d'une dédicace au roi mérovingien, bienfaiteur de l'abbaye. Et cette pierre a été mise en place à côté du maître-autel, sur le côté gauche. Bon, ça c'était au XIIe siècle où on a inscrit ça sur la pierre. Donc en 828, pour en revenir à cette époque-là, 828, reconstruction de l'abbatiale par l'empereur Louis le Débonnaire, à ses frais, sous les prières de l'abbé Cels. Louis le Débonnaire charge son frère l'évêque de Metz Drogon de relever les autres bâtiments. Donc Louis le Débonnaire reconstruit l'abbatiale et les autres bâtiments de l'abbaye sont reconstruits par Drogon, évêque de Metz. Et c'est à cette époque que l'évêque de Metz devient le suzerain de l'abbaye de Marmoutier et que l'abbaye perd son titre d'abbaye royale. L'éloignement de l'évêque de Metz ne permettant pas de protéger efficacement l'abbaye, le monastère, il délègue son autorité à des dynastes puissants, les fameux seigneurs de Guérolsec, qui deviendront les protecteurs de l'abbaye de Marmoutier. Alors ces seigneurs de Guérolsec, on en parle un peu pour vous les situer, leur origine remonterait à la cour de Charlemagne, où on aurait le premier de Guérolsec à la cour de Charlemagne, mais ça c'est peut-être un peu la légende. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il est fait mention d'un seigneur de Guérolsec pour la première fois, de façon sûre, en 1127, dans la charte de fondation de l'abbaye Saint-Jean-des-Choux, qui deviendra Saint-Jean de Saverne. Et dans cette charte-là, il est fait mention d'un seigneur, Othon, seigneur de Guérolsec, comme témoin. Donc c'est la première mention sûre que nous avons de ce seigneur de Guérolsec. Ce seigneur de Guérolsec, après Othon, donnera naissance à deux branches de la famille des Guérolsec, les Guérolsec am Vasichen, donc les Guérolsec aux Vosges, et il y aura par la suite les Guérolsec de l'autre côté du Rhin, les Hohenguérolsec, avec notamment leur château patrimonial au-dessus de l'Ar en Allemagne. Les Guérolsec aux Vosges vont avoir droit de construire un château, qui est le Grand Guérolsec actuel, sur les hauteurs de l'abbaye de Marmoutier, donc sur les premières montagnes. Ils vont construire ce château aux alentours du XIIe siècle, date confirmée par les fouilles archéologiques qui ont pu être faites dans ce site-là, puisque ce qu'on voit actuellement du château du Grand Guérolsec, c'est sa dernière période, c'est la période 15e siècle, avec de forts remaniements, mais de cette période du XIIe siècle subsiste quand même le donjon et également les caves. Bon, alors dans les mauvais guides touristiques, ces caves sont improprement appelées salle des chevaliers.
Moi je veux bien, mais enfin les chevaliers n'étaient pas plus idiots que les gens de maintenant, ils n'allaient pas mettre leur salle de séjour dans des caves. Alors les gens me disent, oui mais attention, mais vous avez des grandes fenêtres dans ces caves, alors que dans des caves on n'a pas les grandes fenêtres. Et on peut leur faire remarquer que le mur actuel a une épaisseur d'environ 90 cm à 1 mètre, mais à l'origine le mur avait 3,20 m d'épaisseur. Donc l'embrasure des ouvertures qu'on voit dans les caves se terminait sur une petite fente large de 20 cm, qui correspondait bien à une ouverture pour le tir et surtout pour l'éclairage, parce que de ce côté-là, c'est au-dessus de la vallée de la Zorn, on ne craignait pas tellement l'attaque puisque ça descendait quand même de façon assez abrupte jusqu'en bas. Donc de cette période du XIIe siècle, sur les Geroldsek, le donjon, les caves, et la particularité du donjon du Geroldsek qui a en partie motivé les travaux de restauration qui se sont passés dans la fin des années 80, c'est que ce donjon possède la plus ancienne voûte romane encore en place dans un donjon, en Alsace. Donc c'est ce qui a motivé cette restauration du parement intérieur. Et c'est à partir de cet événement de restauration qu'ont démarré les fouilles de Geroldsek que j'ai eu le plaisir de mener pendant une dizaine d'années sur le site. Donc ces fouilles, qu'est-ce qu'elles ont révélé? Elles ont révélé notamment des salles qui étaient totalement inconnues puisqu'elles étaient quand même sous les déblais, sous la végétation, mais surtout sous les déblais. Il faut savoir qu'au début du siècle, fin du siècle dernier plutôt, ces salles étaient encore voûtées. Il y avait des magnifiques voûtes romanes et ces voûtes ont été démolies intentionnellement parce qu'elles étaient devenues trop dangereuses pour les touristes. Donc on a cassé ces voûtes, on les a fait passer par les fenêtres, par ce qui est les fenêtres actuelles de la grande salle. Ça fait qu'à l'extérieur du mur, sur le côté de la vallée de la Zorn, quand on a effectué des sondages pour retrouver cette épaisseur de muraille, donc ce qui nous pousse à dire parce qu'on a retrouvé le parement extérieur, donc c'est 3,20 m au total, on a retrouvé des éléments de ces voûtes et notamment les éléments des arcs romans, avec des marques lapidaires qui sont des marques de pose dessus. Donc au fin du siècle dernier, on a tout fait passer par les fenêtres, sans regarder ce qu'il y avait sous les terres, sans rien. On a retrouvé quelques rapports d'archéologues de l'époque, des rapports assez mignons d'ailleurs, parce que quand on connaît un rapport d'archéologie, c'est quelque chose d'assez aride, d'assez dur à comprendre, que même les initiés des fois ont du mal à le comprendre. Mais là on a trouvé des rapports très très mignons. Par exemple, je cite une phrase de mémoire, on a retrouvé des clochettes qui tintaient encore, et ces clochettes devaient être attachées au cou du chien de la châtelaine qui devait se languir en attendant son mari aux croisades sur les fenêtres du château. C'était le rapport des fouilles archéologiques de l'époque. Mais bon, c'est amusant, mais il y avait quand même des éléments intéressants qui étaient répertoriés là-dessus, notamment des croquis qui étaient faits sur certains éléments d'architecture qui malheureusement aujourd'hui ont disparu puisque ces châteaux ont servi de carrière de pierre pour la construction des maisons aux alentours, et même il y a 15 ans encore, je me suis battu contre des pilleurs, enfin battu c'est un bien grand mot, mais je me suis opposé à des pilleurs de monuments historiques qui montaient avec des 4x4 au château pour récupérer des éléments sculptés, soit pour les inclure dans leur jardin ou dans leur salon, je ne sais trop quoi, ou soit même pour les vendre, puisqu'il existe un marché d'éléments d'architecture. C'est proscrit par la loi Ah oui. On est dans des monuments historiques. Les châteaux de Geroldsek, par exemple, figurent parmi les châteaux les plus anciens qui sont classés monuments historiques, déjà dès la création des monuments historiques, du service des monuments historiques. Et l'accès, d'abord, est réglementé, mais tout le monde peut y rentrer. Mais par exemple, dans un monument historique, on ne peut pas faire de feu. Alors que malheureusement, dans les châteaux, ça sert d'endroit de bivouac, on voit énormément de feux. Les gens font les feux le long des murs, bien sûr pour se protéger du vent, mais la chaleur fait éclater les pierres, et à force de faire du feu, les pierres éclatent, les murs tombent. Maintenant, il y a une grande mode qui est l'escalade. Donc il y a beaucoup de gens qui escaladent des donjons au risque de leur vie, mais ça c'est leur problème. Moi, je dis une chose, ils peuvent risquer leur vie, mais mettre en péril un château, détruire un mur, ça je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre d'approche-là. Il y a de quoi. Oui, et je peux vous dire que malheureusement, il y a des accidents très graves qui arrivent dans des châteaux ces derniers temps, justement, par ces gens
inconsciente qui grimpe au donjon sur ces pierres à bosses, ces fameuses pierres à bosses du XIIe siècle. Et ces pierres à bosses ne tiennent plus, ou sont très, très peu liées par des mortiers, et dégringolent et même se blessent ou même se tuent. Ce qui est arrivé il y a quelques années au château du Landsberg, dans le massif du Saint-Odile, où un moniteur de colonie de vacances s'est tué devant les enfants, en grimpant sur les tours. Donc, chose à ne pas faire. Chose à ne pas faire. Mais enfin, on va revenir quand même un peu à nos histoires, à nos seigneurs de Guérolsec. Donc, ces seigneurs de Guérolsec résidaient dans ce château-là. Ce château était construit donc début du XIIe siècle. Destruction du château, fin du XVe siècle. Alors, destruction officielle du château. Ce qu'il faut dire, une chose, que quand on ne sait pas comment se termine l'histoire d'un château, et puis quand on veut la terminer correctement, on y va du chevalier brigand. Alors, les fameuses histoires de chevalier brigand, effectivement, il en existait. Au Grand Guérolsec aussi, on attribue la fin du Grand Guérolsec à la présence de chevaliers brigands. Alors, qu'est-ce que c'était cette histoire de chevaliers brigands? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque médiévale, toute la société s'est déplacée des montagnes vers les villes où il était beaucoup plus sain de vivre, les conditions étaient beaucoup plus confortables. Et les gens qui ne voulaient pas se déplacer restaient dans leur château, mais toute la société s'étant déplacée, ils n'avaient plus rien à manger, ils avaient des difficultés pour subvenir à leurs besoins. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils rançonnaient, ils pillaient, ils allaient servir à droite à gauche, et ça devenait des brigands. Et le plus célèbre des brigands, dont on fait peur encore à nos enfants les jours de Noël, c'est le fameux Hans Trop, qui est le chevalier, en fait, le chevalier Hans von Trotta, qui avait son château au-delà de Wissembourg, sur le côté allemand, et c'est un des fameux chevaliers brigands. Mais alors, Grand Guérolsec, on lui dit destruction par les troupes du duc de Lorraine et de la ville de Strasbourg, parce que devenu le repère de chevaliers brigands. Or, nous, en fouille archéologique, on ne croit que ce qu'on voit. Et sur les fouilles qu'on a pu faire pendant 10 ans au château, notamment, on a dressé une stratigraphie, c'est-à-dire des coupes de terrain sur 4 mètres de hauteur. Et nous n'avons vu aucune trace de destruction violente, parce que qui dit siège, qui dit assaut d'un château, on prend tout ce qu'on peut prendre dans le château, et tout ce qu'on ne peut pas emporter, on met le feu. Et le feu laisse des traces de sang, des traces de brûlés. Or, au château de Guérolsec, nous ne trouvons aucune trace de destruction. Et nous trouvons même du mobilier, c'est-à-dire ce que l'on appelle le mobilier archéologique, ce sont des poteries, qui sont plus vieilles, enfin plus jeunes par rapport à nous, de 200 ans, c'est-à-dire qui remonteraient même au XVIIe siècle, alors qu'on attribue la fin des châteaux au XVe siècle. Donc ce qui nous pousse à dire à nous, archéologues, bon, c'est pas possible, c'est quelque chose qui ne colle pas. Nous avons fait vérifier les textes par nos amis historiens et archivistes, et notamment un de nos amis a vu dans les textes qu'à la destruction du château de Guérolsec participaient les troupes de Zurich. Les troupes de Zurich venant à Saverne, c'est un peu loin. Par contre, les troupes de Zurich venant au château de Hohengerolsek au-dessus de l'Ar, c'est fort probable. Oui, donc il se peut, il se peut qu'il y ait eu un mélange. Et ce qu'il faut savoir des châteaux de Guérolsec, en fait, en Alsace, nous en avons deux, le grand et le petit Guérolsec. J'ai parlé du petit la semaine dernière, donc le grand Guérolsec. Près de Fenetrange, à Niederstinzel, nous avons le Guérolsec sur Sarre. Nous avons le Hohengerolsek en Allemagne, c'est le 4e, et nous avons également un Guérolsec dans le Tyrol. Donc la personne qui écrivait à la fin du siècle dernier l'histoire des dynastes de Guérolsec, c'est d'ailleurs la seule histoire sur laquelle on se base pour l'instant, puisque plus personne n'a réécrit l'histoire. Si elle ne savait pas qu'il y avait autant de châteaux, elle a pu commettre des confusions. Donc voilà pour l'histoire de ces fameux seigneurs de Guérolsec. On avait pensé que les Guérolsec en question, donc c'est pas les mêmes, c'est pas la même famille que le fameux Walter de Guérolsec qui était donc l'évêque de Strasbourg. C'est donc pas la même. Non, alors Walter de Guérolsec venait des Guérolsec, des Hohengerolsec, donc des Guérolsec de l'autre côté du Rhin, du côté de l'Ar. C'est ça, oui. Alors ces seigneurs de Guérolsec, c'était les protecteurs de l'abbaye de Marmoutier. Normalement, c'était un seul seigneur qui devait être l'avoué, le protecteur de l'abbaye de Marmoutier. Mais le job, c'est-à-dire le poste, les intéressait tellement, puisqu'en échange de services qu'ils rendaient à l'abbaye, de protection de l'abbaye de Marmoutier, en échange de présider le tribunal de la marche de Marmoutier, il percevait un certain nombre de revenus. Et c'est ces revenus dont nous allons parler un peu plus tard. En attendant, François nous fait comme toujours un peu de belle musique de notre région, je pense, hein, François.
Nu ist die Heide in lichtem Kleide worden war und auch der grüne Wald. Da fiel schon in süßem Tone sungen, Vogel, ihr Stimme mannigfalt. Diese Not, die klaget jung und alte, mit Gewalte, zwinget aber die Blumen rot, der Leide Winter kalt. Ich muss werben mein Sterben, tröstet mich, du Leben nirgends sieht. Du mich tötet, gar du rötet, ist der Mund, du mir viel Sorge gibt. Kust aber sing mich gürtlich seinem Male, all mein Quale hat ein Ende, sieht mein Trost an ihr Gnaden. C'était une chanson donc du XIIIe siècle de Jean Hensinger qui s'appelle Die Heide, donc Die Heide. C'était un texte de Konrad de Hohenburg. Donc, comme vous voyez, ça rentre un peu dans nos châteaux médiévaux. Et Monsieur Perals, vous avez de nouveau la parole. Oui. Alors, pour en revenir à nos seigneurs de Guérolsec, qui, en échange du rôle de protecteur qu'ils avaient à l'abbaye de Marmoutier, percevaient un certain nombre de revenus, tant en espèces sonnantes et trébuchantes que en nature, notamment sur les récoltes, sur les vendanges. Et le poste était tellement intéressant qu'il y a eu, à une époque, plusieurs seigneurs de Guérolsec qui se disaient avoués de l'abbaye de Marmoutier. Si bien que, de protecteurs de l'abbaye de Marmoutier, ils en devenaient les spoliateurs. Si bien que le père abbé, en fait, s'est plaint auprès de l'évêque en lui disant, écoutez, ça va plus, hein, là ils sont à 5 ou à 3 ou à 4 ou à 5, je ne sais pas, et qui se disent avoués, et chacun percevant leur revenu, ben mes moines, ils vont finir par crever de faim. Il a fallu une première mise en demeure de l'évêque, en leur demandant de se plier aux décisions du concile de Würzburg par laquelle ils avaient été nommés avoués. C'est rentré dans l'ordre pour quelques années et de nouveau on a eu le même problème. Et il a fallu une menace d'excommunication pour que tout rentre dans l'ordre. Et quand on sait qu'au Moyen-Âge, une menace d'excommunication c'est quelque chose de très grave, puisque les excommuniés étaient voués à la damnation éternelle, les criminels, les assassins étaient excommuniés, donc n'avaient pas le droit d'être enterrés en terre consacrée, notamment dans les cimetières ou pour les seigneurs dans les églises. Donc vous voyez, et quand on voit ces tableaux du Moyen-Âge représenter l'enfer, avec un esprit du Moyen-Âge, on pouvait quand même se faire une idée de ce qui les attendait en dessous de la terre. Donc tout est rentré dans l'ordre. Et cette famille de Guérolsec s'est éteinte aux alentours du XIVe, XVe siècle. Puisque la seigneurie a été d'héritage mâle, c'est-à-dire que seuls les hommes avaient le droit d'hériter et non pas les femmes. Le dernier descendant des Guérolsec étant mort sans postérité mâle, la famille s'éteint théoriquement, on enterre le dernier descendant, on casse ses sceaux, ses armes sur sa tombe et la branche s'arrête là. Mais à l'époque, une des sœurs de Jean de Guérolsec, donc le dernier seigneur qui était mort sans fils, une de ses sœurs était épouse d'un seigneur de Wangen. Et sa sœur va demander à l'empereur l'autorisation de rattacher à son nom de femme mariée de Wangen son nom de jeune fille Guérolsec, pour devenir les deux Wangen Guérolsec. Et aujourd'hui, il existe encore des deux Wangen Guérolsec. Il y a quelques années, j'ai eu connaissance d'une historienne qui faisait des recherches généalogiques justement pour un monsieur de Wangen Guérolsec, monsieur très vieux qui vivait en Espagne
Je sais que j'ai essayé de prendre contact avec elle et pour lui mettre à disposition mes archives, si ça pourrait lui faciliter ses recherches. Et cette dame a jugé bon de ne pas me faire suite à ma demande en me disant qu'elle avait suffisamment de renseignements, qu'elle n'avait pas besoin de plus. Dommage, parce que je pense qu'on aurait pu échanger des informations intéressantes et pour elle et pour nous sur le chantier du château et faire progresser la connaissance de l'histoire du château. Donc voilà, c'est très schématique, hein, l'histoire des Guérolsec, la visite qu'on peut faire à un micro à la radio d'un château. Quand on va sur le site, c'est une visite qui dure à peu près 3 heures, hein, où on aborde tous ces problèmes. Mais revenons à l'histoire de l'abbaye de Marmoutier. Donc nous nous étions arrêtés un peu avant 828, quand l'abbé Cels fait rédiger sur un parchemin les limites du territoire de l'abbaye de Marmoutier, la fameuse marche de Marmoutier. En 828, il y a eu le transfert des corps des 2 saints qui sont actuellement vénérés à Marmoutier, qui sont Auteur et Céleste, qui étaient évêques de Metz. Ces ossements ont été déposés dans des chasses jusqu'aux alentours de 1525, date à laquelle les paysans révoltés, lors de cette fameuse guerre des paysans, renversent ces chasses, mélangent les os, d'où par la suite impossibilité d'attribuer tel et tel os à Auteur ou tel et tel os à Céleste. Donc on a fait au pif, je pense, le partage des os, donc qu'on peut voir encore à droite et à gauche du maître-autel dans l'abbatiale de Marmoutier. Une petite incidente, on fait encore ces saints à Marmoutier et on fait tous les ans un pèlerinage à une source qui est tout près de Marmoutier, qui s'appelle en alsacien le Santlorsbrunne. En fait, ce n'est pas le Santlorsbrunne, à l'origine c'était le Sankt Hauptorsbrunnen, la fontaine de Saint-Auteur. Oui. Oh une fois par an, on promène les reliques dans Marmoutier. Même de nos jours. Là, j'ai pas très bonne mémoire. Non, mais en été ou en automne Au printemps. Au printemps, oui. Au premier beau jour, on fait ça. Je crois que c'est début juin. Je crois qu'on doit. Fin mai, début juin. Ouais. Donc après cette guerre de paysans, ce qu'il faut savoir, c'est que les fameux soudards de Mansfeld passent par Marmoutier, renversent à nouveau les chasses avec les ossements des saints. Voulait également renverser ces reliques, mais ces reliques avaient été quand même mises à l'abri à Saverne. À la Révolution, le chœur abbatial, la Révolution française, hein, le chœur abbatial est condamné par une palissade de bois. Les reliques sont à l'abri derrière cette palissade de bois. La nef servait de culte à la déesse Raison, la nef de l'église de Marmoutier, comme dans beaucoup d'édifices religieux. Donc ensuite, nous arrivons, après ce saut dans le temps en avant, nous retournons en 930, où l'abbé Oswald reconstruit sur des plans plus grandioses l'abbatiale de Marmoutier, qui est consacrée en 960. En 1115, fondation du couvent de Sindelsberg. Nous avons parlé la semaine dernière de Sindelsberg, qui vient de Sindenus. Sindenus qui était un ami, c'était un confrère, un disciple, de Léobard, qui avait construit son ermitage sur une hauteur située un peu à la sortie de Marmoutier, côté de Saverne, qui a été appelée Sindenus Mons et qui est devenu Sindelsberg. Ce couvent est affecté à des religieuses qui s'engagent à respecter la règle de Saint-Benoît. Il faut dire donc que nous avons dans Marmoutier un couvent de bénédictins, à la sortie de Marmoutier un couvent de bénédictines, donc un couvent d'hommes, un couvent de femmes à proximité, ce qui rappelle étrangement les traditions religieuses d'Irlande, où en Irlande nous retrouvons souvent ce type d'aménagement. Mais pour éviter tout problème, à l'inverse des maisons doubles en Irlande, Guillaume de Hirschau, réformateur de l'ordre des bénédictins au XIe siècle, ordonne au couvent le droit d'administrer ses biens. Donc les sœurs, les bénédictines de Sindelsberg, gèrent leurs biens propres. L'abbaye mère, c'est-à-dire Marmoutier, se réserve le droit de surveillance et de protection. Bon, la fin de ce couvent de Sindelsberg, les paysans en 1527, en allant sur Saverne, et après être passés à Marmoutier, après avoir festoyé à Marmoutier,
passe par Sinnesberg, ravage complètement le couvent de Sinnesberg, qui se remettra plus d'ailleurs, les religieuses se réfugiant à Groftal. L'église de Sinnesberg est relevée en 1584 par l'abbé Gisberg Agricola, qui est enterré à l'intérieur de cette église, mais d'une façon moins importante, puisque cette église a à peu près aujourd'hui la moitié de sa longueur primitive. Hein. C'est vraiment un replâtrage très rapide qui avait été fait. Alors on a parlé tout à l'heure de Guillaume de Hirschau, qui a réglé le droit de gérance, de gestion du Sinnesberg, et Guillaume de Hirschau était également un réformateur de l'ordre bénédictin en Alsace. En 1069, sous son impulsion, Guillaume de Hirschau réforme l'ordre pour lutter contre la décadence du monde monastique. Il s'inspire de la règle de Cluny, modifie cette règle bénédictine en tenant compte des coutumes et du climat d'Allemagne. C'est à partir de cette époque-là, notamment, que les bénédictins de Marmoutier porteront cette robe de bure noire. Quand on est dans le cœur de Marmoutier, devant le cœur de Marmoutier, au niveau du transept, sur votre gauche, donc sur le côté nord du transept, on a une représentation sur un tableau des bénédictins de Marmoutier, où on les voit habillés de robes de bure noire. Et cette nouvelle réforme stipule que l'abbé ne peut être élu que par les frères qui ont prononcé les vœux. 2 prieurs secondent l'abbé, le premier dans l'administration du monastère, le second veillait à l'observation de la discipline, aidé par les caricateurs qui faisaient des rondes surtout le matin. Alors pourquoi le matin? Ça, mystère, moi j'ai essayé de comprendre, je ne suis pas arrivé. Il y avait un camérier... Peut-être du mal à sortir du lit. Ça, c'est probable, c'est probable aussi. Le camérier avait également soin du matériel et de l'habillement des religieux. Et le trousseau du religieux a été un peu modifié. Bon, je ne repasserai pas au travers du détail du trousseau, mais a été quelque peu amélioré et augmenté. Il crée également un poste qui s'appelle le portier, qui recevait les hôtes, l'aumônier qui distribuait les aumônes. D'ailleurs, ces 2 derniers postes, le portier et l'aumônier, sont rajoutés à la règle de Saint-Benoît. Ils n'existaient pas auparavant. Ensuite, il y avait les frères lais, convers ou barbus, qui étaient considérés à la fois comme religieux et comme laïcs, et qui s'acquittaient de travaux manuels, et avaient un chœur et un réfectoire séparés, car leurs vœux étaient différents de ceux des moines. Donc ils vivaient séparément des moines bénédictins. Donc dans l'enceinte même. Dans l'enceinte même du couvent, mais ils avaient leurs locaux propres. Le règlement touché à la nourriture reste inchangé, donc par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière. Par contre, il était nécessaire d'avoir le silence absolu au réfectoire comme à l'église. On se servit de signes pour se faire comprendre. Par exemple, quand on demandait de l'eau, on passait la main sur une surface. Ça voulait dire qu'on voulait de l'eau. Quand on voulait du pain, on faisait un cercle formé par le pouce et l'index, et c'était signe qu'on avait besoin de pain. Les offices sont plus longs, et le pénitentiel, c'est-à-dire les punitions, sont beaucoup plus sévères, et se rapprochent un peu des punitions de l'ordre de Saint-Colomban. Quand on a vu ce que c'était la punition de Saint-Colomban, c'est quelque chose de terrible. Donc on revient, il y a une reprise en main de l'ordre bénédictin qui est fait, qui apparemment il y avait quelques déviations. C'est à cette époque-là qu'on commence et qu'on reconstruit l'abbatiale de Marmoutier. Dans la première moitié du XIIe siècle, on bâtit cette abbatiale romane, donc on peut voir actuellement, dont actuellement ne subsiste que le massif ouest. C'est quand on arrive sur la place, on voit ce magnifique massif roman. Il date de la première moitié du XIIe siècle. Et ce massif est composé de 4 pièces. On peut le schématiser en 4 parties. Une façade antérieure, donc c'est ce qu'on voit en arrivant. Une tour carrée massive édifiée derrière celle-ci, c'est le grand clocher actuel. Et 2 façades latérales adossées à la tour. Et cette façade se divise, on peut la diviser également en 2 parties, donc en 2 étages. La partie centrale recouvre un atrium, qui est le porche actuel de l'église, par lequel on accède à l'église, et se termine au-dessus en pignon. Et les 2 parties latérales servent de cage d'escalier,
est surmontée d'un troisième étage portant 2 tourelles octogonales. L'atrium s'ouvre donc sur la place par 3 arcs reposant sur 2 énormes chapiteaux cubiques décorés d'arabesques, dont un des décors représente des grappes de raisin et des feuilles de vigne. La tour centrale est construite, je disais tout à l'heure, la tour centrale est construite en arrière des tourelles latérales et repose sur 2 piliers. Quand on rentre dans l'église, on voit ces gros piliers massifs, ces gros piliers carrés massifs, et soutenu latéralement par 2 arcs retombant sur des colonnes monolithiques. Bon, ça a l'air un peu aride en vous le décrivant à la radio, mais quand vous rentrez dans la basse salle de Marmoutier, vous pénétrez sous le narthex et vous voyez tous ces éléments que je viens de citer. Quand on est devant, en regardant cette belle façade à partir donc de la fontaine, Ouais. donc avec beaucoup de recul, on a l'impression que c'est immense, mais en fin de compte, c'est pas si grand que ça, puisque je crois que ça fait 20 mètres de large ou quelque chose comme ça. On a l'impression que ça fait beaucoup plus. Hein. Mais on a une impression de puissance, de massivité, de fortification. Et c'est ce qu'on a voulu donner à cette abbatiale pour qu'elle soit respectée. On a l'impression qu'on est dans une église fortifiée quand on la voit. On a cette impression-là. Oui, c'est ça. Oui. Ben, avant de continuer, je crois que François va nous faire un peu de musique, s'il te plaît, François. Musique d'époque, on continue, et juste pendant cette musique, on a discuté un peu ici de l'importance d'ailleurs de la porte des églises, et comme m'a dit Pierre Katz, racontez-leur. La façade de l'église, c'est celle qui donne aux visiteurs, c'est la première chose qu'il voit, donc qui lui donne une première idée de la puissance des gens qu'il vient voir. Et en fait, ça reprend une chose qui existe dans les religions, dans le judaïsme par exemple. Normalement, au-dessus d'une synagogue, au-dessus de la porte d'entrée d'une synagogue, il y a une inscription hébraïque, et l'inscription qu'on trouve le plus souvent, c'est un verset d'un psaume de David qui dit « C'est par cette porte que les justes se présentent devant l'Éternel ».
Oui, et puis comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est dans le livre de M. Tsenaker qui a écrit sur la cathédrale de Strasbourg, assez intéressant, où lui, il cite de l'évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 16, si je ne me trompe pas, il dit que par cette porte, il faut rentrer par cette porte, et puis on trouvera ici, soit en entrée, en sortie, on trouvera... Donc vous voyez, la porte joue un rôle immense dans n'importe quelle église, surtout dans l'abbatiale, qui est quand même il y a un front massif, et puis cette porte qui est là-dessus, c'est magnifique. D'ailleurs, quand on voit cette façade par différentes lumières, le matin, le soir, c'est tout à fait autre chose. Monsieur Perals, oui, vous savez plus que moi là-dessus. C'est fantastique, parce qu'en plus, quand vous êtes devant, donc vous pouvez visiter que le bas. Mais quand on peut pénétrer par ces fameux escaliers de chaque côté de l'atrium, on monte dans les étages supérieurs. Donc vous arrivez au niveau de la place de l'église et vous voyez deux étages, hein, c'est séparé en deux parties. L'étage inférieur, donc l'étage du bas, est 2 fois plus haut que l'étage supérieur. Et dans l'étage supérieur de l'abbatiale, il y avait 3 chapelles au-dessus. Et après, de ces chapelles-là, on continuait par ces tourelles latérales et on montait au clocher également. Donc on voit que c'est tout un aménagement. Alors on peut parler des décors aussi de cette façade romane, où il y a ces fameuses frises lombardes qui rythment la façade, et ces frises lombardes reposent sur des modillons qui représentent des visages humains, ou des animaux, ou des éléments géométriques. Il y a également sur la façade des éléments de sculpture qui ont été réintroduites dans les maçonneries, qui représentent des lions ou un homme à 3 têtes. Il y a eu des études sur par exemple cet homme à 3 têtes qui aurait une origine celte. Bon, j'avoue que j'ai pas eu le temps d'approfondir un peu plus longuement sur cette fameuse sculpture. Mais cette façade était quand même décorée, mais un décor très sobre, comme le voulait la période romane. Alors derrière cette façade, il y avait une nef dont on connaît très peu de choses, si ce n'est qu'elle a été représentée sur cette fameuse pierre circulaire qui a été taillée au XIIe siècle, qui reprenait dans ces 8 cercles concentriques autour du schéma de l'abbatiale, les possessions, les limites de la marche de Marmoutier. Mais dans ce schéma de l'abbatiale du XIIe siècle, on peut voir encore la nef romane. Bon, cette nef romane a été détruite au XIIIe siècle pour être remplacée par la nef gothique actuelle. Et on a eu, par la construction de la nef gothique, quand on est à l'arrière de l'abbatiale, on voit nettement que cette nef était beaucoup plus haute que ne l'était la nef romane, puisqu'elle couvre en partie les baies géminées du sommet du clocher de l'abbaye de l'abbatiale de Marmoutier. Et bien plus tard également, on a rehaussé le sol à l'extérieur, donc le sol qui est la place du village actuel, le parking actuel, on l'a rehaussé et on a recouvert les marches primitives qui montaient à l'atrium. Donc on a renforcé cette impression d'écrasement. Donc on poursuit notre cheminement. Alors il y a une petite histoire qui est assez plaisante, c'est qu'en 1122, un différend oppose l'abbé Reinhardt et le sire de Turkenstein au sujet d'un droit de dîme. Et l'évêque de Metz donc ordonne le jugement à l'eau froide. Alors qu'est-ce que c'était ce fameux jugement à l'eau froide? C'est que les témoins de l'abbé et du sire de Turkenstein furent jetés tout nus dans la cuve traditionnelle, dans la fameuse cuve de jugement. La main gauche liée au pied droit et inversement, donc la main droite liée au pied gauche. Le témoin de l'abbé, bien sûr, sombra au fond de la cuve, tandis que celui du sire de Turkenstein surnagea, indigne d'être baigné par l'eau rituelle. Donc vous voyez le type de jugement qu'on pouvait faire à l'époque. Oui, j'ai expliqué il n'y a pas longtemps
explicitement cette fameuse, ce qu'on nommait l'ordalie, déjà du temps des rois de Kirchheim, de la fameuse Richarde qui a passé par là, donc par le feu. Donc j'avais expliqué déjà à nos auditeurs le système, comment que ça fonctionnait. Je précise une chose pour que les gens, si des gens savent où se trouve Turkenstein, qu'ils ne s'étonnent pas. Turkenstein est près de Saint-Quirin, en Lorraine, et Saint-Quirin, le prieuré de Saint-Quirin, appartenait à l'abbaye de Marmoutier. Saint-Quirin, d'ailleurs, le territoire sur lequel a été construit le prieuré de Saint-Quirin a été donné par un sire de Lutzelbourg à l'abbaye de Marmoutier. Oui. Et c'est à la suite de ça, donc plus tard, on édifiera un prieuré qui restera possession de l'abbaye jusqu'à la Révolution. Et dont les sires de Turkenstein ont été les avoués pendant assez longtemps. Oui, d'ailleurs, il y a une très belle crotte là-haut de la Saint-Quirin. Alors, c'est à cette époque également que l'abbé Adelon, en 1123, qui est le successeur de Reinhardt, qui fait construire plusieurs bâtiments pour loger tout ce qui était serviteur. Et c'est ces bâtiments qui subsistent encore aujourd'hui, qu'on appelle le Hackerhof, qu'on peut voir encore. Ce Hackerhof, qui était la première et la plus importante des cours colongères de l'abbaye de Marmoutier, est d'ailleurs unique dans la marche de Marmoutier, puisque toutes les autres étaient à l'extérieur de la marche de Marmoutier, puisqu'il y en avait à Marlenheim, il y en avait à Göttertheim, il y en avait, je crois, à Benfeld aussi, il y en avait dans le Haut-Rhin, mais celle du Hackerhof était beaucoup plus importante. Oui, comme je dis, bon, il y en avait donc dans le Haut-Rhin. Oui, j'ai sous mes yeux une carte qui a paru dans une étude qui a fait Perrin sur les possessions de l'abbaye de Marmoutier au XIe siècle, qui resitue toutes ces fameuses cours colongères. Il y a des cours colongères, il y en avait deux à Marlenheim, une spéciale pour le vin et l'autre pour les autres produits de la terre. Il y en avait une à Schneersheim, il y en avait une à Geidersheim, il y en avait une à Plopsheim près de Strasbourg, et dans le Haut-Rhin il y avait Zellenberg et Gisheim, et il y en avait une à Marsal en Lorraine. Mais ça c'était pour le sel surtout. À Marsal, les possessions de l'abbaye de Marmoutier, c'était 1 demi-hectare de terre, sur les 18 000 que représentait l'ensemble des possessions. Mais le demi-hectare de Marsal, il y avait 2 fours à sel dessus. Oui, c'est ça, oui. Alors qu'est-ce que c'était que ces cours colongères? Donc comment qu'elles étaient aménagées? Il y avait un vaste espace entouré de maisons, de granges. Sur ce vaste espace, il y avait un aire de battage. Dans ces bâtiments autour, il y avait des maisons d'habitation bien sûr, mais il y avait aussi un cellier, un pressoir. Et c'est dans ces bâtiments que se regroupaient les tenanciers, les domestiques, les servantes, les gens sans feu ni lieu, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les SDF. Eh ben, il y en avait déjà à l'époque, et on les logeait dans ces fameuses cours colongères aussi. Bon, bien sûr, en échange de travaux. Donc à ces cours étaient attachés des terres, mais des terres arables, des prés, des vignes, des forêts, et bien sûr tout le nécessaire qui était indispensable à une grande exploitation. La semaine dernière, nous avons parlé un peu des fortifications de Marmoutier, qui ont été fortifiées, bon, j'ai dit au XIIIe siècle, mais bon, déjà dès le XIIe siècle, on a ces traces de fortification, avec les 2 portes, l'une du côté de Strasbourg et l'autre vers Saverne, et une 3e porte qui donnait sur Diemstal. L'abbé Meinhardt, en 1141, achève la construction d'une chapelle qui occupait le jardin du cloître au sud de l'église, près d'un puits, ce qui est devenu d'ailleurs la chapelle Saint-Laurent. Le sud, c'est-à-dire quand vous êtes face à l'abbatiale, c'est à votre droite. Le cimetière conventuel, d'ailleurs, est entouré d'un mur au nord de l'église, qui est l'endroit du presbytère actuel et qui a été le couvent après au XVIIIe siècle, mais le cimetière conventuel était situé à cet endroit-là. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, les vestiges des moines, c'est-à-dire les ossements des moines, ont été rassemblés dans une fosse commune au cimetière paroissial, qui est le cimetière actuel près de la chapelle Saint-Denis. Et à cette époque, au courant du XIIe siècle, à la moitié de ce XIIe siècle, l'abbaye a connu l'une de ses périodes les plus riches. Et c'est
cette époque également où il y a eu une fameuse phrase qui a été prononcée, il fait bon vivre sous la crosse. Donc ce qui voulait bien dire que tout allait très bien, l'abbaye était très riche et les gens qui travaillaient, qui vivaient avec l'abbaye et pour l'abbaye n'étaient pas si malheureux que ça comparé à d'autres qui vivaient à l'extérieur. Alors comment était située, comment était organisée cette abbaye? Donc à la tête il y avait un seigneur abbé au sommet de la hiérarchie qui était interne. Donc au niveau des officiers supérieurs, on avait la vouée des fameux seigneurs de Guérolsec, dont on a parlé un peu plus tôt, qui étaient des représentants laïcs de l'autorité souveraine, donc de l'évêque de Metz, et qui tenaient entre leurs mains le pouvoir exécutif. Ils étaient également le chef de la milice abbatiale en charge de défendre le territoire de l'abbaye. Ils présidaient la justice colongère et les assemblées générales de la marche. Ensuite, il y avait le Schultheiss, qui était responsable judiciaire à l'absence de la vouée. Il présidait les assemblées générales des petits villages. Il y avait le maréchal, qui prenait soin des chevaux de l'avoué et des autres seigneurs qui l'accompagnaient, et notamment aussi des chevaux de l'abbé. Il les menait au pâturage. Il y avait le camérier, qui prenait soin des chambres, de la table et des nappes, des lits et literies, et enfin de tout ce qui s'y rattache. Il accompagne l'abbé et lui procure des lits et les fait enlever, c'est-à-dire quand l'abbé se déplaçait, eh ben, il lui fallait trouver une chambre, et on amenait un lit, et quand l'abbé repartait, ben, ce lit était enlevé. Il y avait ensuite, toujours dans ces officiers supérieurs, les péagers qui percevaient les impôts. Ensuite, au niveau des officiers subalternes, on avait les maires des localités de la Marche, on avait les maires de Marmoutier, d'Otterswiller, de Retembourg, de Saint-Gris, de Schwenheim. On avait les forestiers, il y avait à l'abbaye de Marmoutier 6 forestiers qui étaient responsables des forêts, il y avait les tenanciers de prison, et il y avait les pâtres qui étaient chargés de conduire les porcs à la glandée. On peut parler également des exécutions capitales à Marmoutier, puisque l'abbé n'avait pas le droit de prononcer une exécution capitale, c'était son avoué qui prononçait cette sentence. Et en cas de condamnation à mort, le jugement était exécuté entre Lorvillers et Wolsheim, au point encore où on peut voir la pierre qui servait à fixer la potence. On peut le voir encore. Et l'entretien du gibet était assuré par les habitants de Wolsheim, qui en échange étaient exemptés d'impôts. Ce qui voulait dire qu'il y avait peut-être pas mal d'exécutions quand même, puisque pour entretenir un gibet et être exempté d'impôts... il y a une chose qui est amusante de préciser, les limites de la marche de Marmoutier dans ce coin-là, c'est Lorvillers, Reutenbourg, Wolsheim, qui est contigu, ne fait pas partie de la marche de Marmoutier, bien que ses habitants aient tous les droits de la marche. En fait, c'est un artifice juridique pour ne pas avoir à exécuter une sentence capitale sur le territoire de la marche de Marmoutier, seigneurie ecclésiastique. Bon. Je crois que François va nous faire un peu de musique en attendant qu'on continue avec M. Ferrals. Münster ist Stein, Münster ist Sand, Münster ist Sandstein, was träumst vom Strand, das Münster ins Meer noch nie gesehen.
Münster hat's mich noch nie gesehen. Das Münster ist alt, sucht 600 Jahre. Das Münster verfällt, es verliert sie hoch. Das Münster geht langsam zugrund. Das Münster geht langsam zugrund. Gotisches Schiff, verankert im Kiss, versinkst in den See, kommst nie mehr in Tee. Münster, was siehst an der Kitt? Münster, was siehst an der Kitt? Das Gift steckt im Ost und naut an den Mast. Im Stein huckt der Wurm und bohrt an den Dom. Voll auf der Stein wieder Sand. Voll auf der Stein wieder Sand. Dein Gritz ist zu spät, der Tempel ist leer. Die Glocken sind stumm, deine Zeit ist herum. Münster, was wartest auf den Wind? Münster, was wartest auf den Wind? Der Hahn hat gegräht, die Sonne durchgedreht. Der Sandstein ist bunt, der Tod hämmert stumm. Das Münster wird's mehr nie sein. Das Münster wird's mehr nie sein. Ben, chers auditeurs, on est toujours sur Radio 67, 106.9. Vous êtes en direct avec M. Pierre Katz et M. Gérard Perals et nous parlons de Marmoutier, des Geroldsek et puis de cette immense marche. Et je crois que M. Perals est vraiment l'homme qu'il nous faut ce soir pour nous raconter toute cette histoire, cette belle histoire qui fait partie de ce patrimoine alsacien. Alors tout à l'heure, on parlait de la reconstruction de l'abbatiale romane et j'avais dit qu'au XIIIe siècle, on avait démoli, suite à un incendie d'ailleurs, on avait démoli la nef romane pour construire la nef gothique, nef qu'on peut voir actuellement, qui est magnifique également. Donc cette nef est composée en 3 parties, donc la partie centrale et 2 bas-côtés nord et bas-côté sud. Dans cette nef, on peut voir de nombreux chapiteaux ornés tant de figures que de feuillages, hein, notamment sur les bas-côtés. Il y a toute une série de chapiteaux qui représentent des plantes. Du lierre, du persil, du cerfeuil, mais il y a également des feuilles de vigne. Et quand vous rentrez donc dans l'abbatiale après avoir passé le narthex roman, vous rentrez dans la partie gothique, le premier chapiteau à votre gauche, vous voyez des chapiteaux, c'est orné de feuilles de vigne avec des visages, et des visages souriants ou grimaçants, et aucun de ces visages n'est le même. Bon, la légende, la petite histoire veut que c'est au pied de ce pilier qu'il y avait les femmes de mœurs légères qui assistaient à l'office. Bon, mais ça, on peut pas le vérifier, mais c'est la petite histoire qui court dans Marmoutier que des fois notre recteur se plaît à raconter. Mais malheureusement, on ne peut pas le vérifier. On arrive donc en pénétrant dans cette nef gothique, on peut voir tout de suite à gauche un magnifique bénitier qui est supporté par une colombe. On poursuit notre avance, on arrive au niveau du transept. Au niveau du transept, on peut voir à droite et à gauche des cénotaphes. Les cénotaphes, ce sont des plaques
qui retraçait, qui signalait les gens, les défunts qui étaient enterrés à cet endroit-là, qui étaient les seigneurs de Guérolsec. Ces cénotaphes ont été aménagés, édifiés au milieu du XVIIe siècle par l'archiduc Léopold d'Autriche, qui était un des descendants de Guérolsec. Et sur ces cénotaphes, on peut voir les statues représentant les derniers avoués de l'abbaye de Marmoutier. Au niveau du transept sud, c'est-à-dire quand vous pénétrez, c'est à votre droite, il y avait au XIIIe siècle, il y avait un jubé, et ce jubé couvrait en partie un passage à travers lesquels les moines se rendaient au chœur. Et les moines se rendaient bien sûr du cloître qui était situé dans la partie sud, à droite donc de l'abbaye. Ce cloître englobait en partie le transept sud, pénétrait dans l'abbatiale sous ce jubé qui supportait la tribune du premier orgue de l'abbatiale de Marmoutier. Bon, maintenant nous avons le magnifique orgue Silbermann qui est un orgue du XVIIIe siècle, mais il y avait un premier orgue qui avait été aménagé dans ce transept sud. Donc les moines traversaient ce jubé pour se rendre au chœur. Ce jubé a été détruit au XVIIIe siècle lors de la dernière période de reconstruction de l'abbatiale. On peut voir encore d'ailleurs, lors de visites, on peut voir les départs de ces nervures, des nervures des colonnes, on les voit encore dans les murs. Vous savez, M. Perratti, il n'existe plus beaucoup de jubés en Alsace. La plus grande partie a été démolie, on n'en trouve plus. Il y en a Saint-Pierre-le-Jeune, je crois qu'on a. Ah oui, alors là, celui-là, il est magnifique. Hein. Mais il y avait également un jubé au niveau du chœur, au niveau de la partie centrale devant le transept. Ce jubé séparait les moines des laïcs, pour que les moines puissent dire leur prière en toute quiétude et ne puissent pas être dérangés par les laïcs qui assistaient également aux offices. Alors ce qu'il faut voir également, c'est que dans la partie sud, donc on avait ce fameux cloître gothique qui a été démoli au début du XVIIIe siècle. Pourquoi il était démoli? En fait, il y a eu les bâtiments étaient très vétustes et en mauvais état. Il y a eu un incendie provoqué par un orage qui a ravagé un certain nombre, donc ce fameux cloître, le palais abbatial qui était situé au sud également. Donc l'abbé de l'époque, lui, a décidé, l'abbé Moser a décidé de faire raser complètement ce cloître-là et de le reconstruire au niveau de la partie nord, c'est la partie qu'on peut voir actuellement. Actuellement, au niveau de la partie sud, il y a un certain nombre de maisons modernes qui sont construites et avec des jardins intérieurs. Bien sûr, ce qui serait fantastique, c'est pouvoir effectuer des fouilles archéologiques à ce niveau-là. Je pense qu'on n'a aucune idée de ce qu'était ce fameux cloître gothique et on pourrait retrouver des éléments d'architecture intéressants qui nous donneraient une image de ce cloître. Mais bon, malheureusement ou heureusement pour les propriétaires, il y a un certain nombre de petits jardins. Bien sûr, tout cela a été divisé à la Révolution et il y a plein de petits jardins qui appartiennent à des particuliers. Et bon, il faudrait arriver à acquérir doucement cet ensemble pour pouvoir éventuellement un jour faire des fouilles. On passe donc en dessous d'un porche et sur le mur on voit donc quand même pas mal de choses qui ont été trouvées lors de fouilles. Oui, alors non, justement, ça peut être, enfin oui, lors de fouilles, oui, enfin lors de fouilles sans faire des fouilles, parce qu'à Marmoutier, dès qu'on fait un trou à Marmoutier, on trouve des choses. Dans le vieux noyau de Marmoutier, ça je sais parce que dès qu'il y a une tranchée qui est ouverte pour faire une pose de tout à l'égout ou de téléphone, de câble téléphonique ou d'électricité, j'ai mon nez dedans. D'ailleurs, aux grandes dames des ouvriers communaux qui me disent « Qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Tu ne vas pas nous ralentir les travaux ?» Mais dès qu'on fait un trou à Marmoutier, on trouve des choses intéressantes. Et l'été dernier, par exemple, il y a une personne qui avait racheté au niveau de la partie nord du couvent une maison attenante à sa maison. Ce particulier-là habite actuellement à la place de l'ancienne bibliothèque de l'abbatiale, donc au nord, donc la bibliothèque du XVIIIe siècle. Donc il a acheté la maison latérale et a percé un mur pour aménager une porte. Et lors du percement de ce mur-là, il a trouvé une pierre sculptée qui était un fragment de pierre tombale d'époque gothique. Donc où qu'on creuse à Marmoutier, on trouve des choses intéressantes.
C'est pour ça que les gens qui habitent le centre ont des fois des sacrés problèmes pour faire réaliser leurs travaux. Ils risquent de se faire bloquer leur projet par des archéologues où tout travaux nécessite des autorisations des monuments historiques, parce qu'on est en plein site protégé des monuments historiques, parce que vous savez qu'autour d'un monument historique, il y a un périmètre de 500 mètres qui le protège. Donc on peut dire qu'avec ce règlement de périmètre de 500 mètres, l'ensemble de Marmoutier est protégé. C'est-à-dire que vous avez 500 mètres autour de l'abbatiale, ensuite vous avez la chapelle Saint-Denis au cimetière, 500 mètres qui est classée, donc 500 mètres autour, c'est également protégé. Vous avez la chapelle du Sindesberg, donc 500 mètres autour, c'est également protégé. Ça fait qu'en faisant des cercles de 500 mètres de rayon à chaque fois, vous tombez sur un Marmoutier entièrement protégé. Ce qui pose beaucoup de problèmes aux propriétaires pour faire des travaux. Là, j'ai l'impression que certains travaux sont faits, on trouve quelque chose et puis on ne signale pas, justement, pour ne pas... moi, je dis que, bon, en tant qu'archéologue amateur, je déplore ça, mais en tant que je le comprends très bien. Et je sens que je ferais peut-être pareil si j'étais à leur place. Ouais. Non, je crois que ce qu'il faut signaler, c'est que, en plus de ça, comme l'abbaye, comme le dit Gérard, bon, a connu des hauts, des bas, il y a eu des incendies, des pillages, des constructions, il y a des matériaux qui ont été réutilisés. Donc on trouve dans des maisons relativement récentes des pierres qui viennent de vieux bâtiments de l'abbaye. Souvent on ne sait pas très bien d'où ils viennent, mais qui sont manifestement des pierres anciennes. Nous avons au musée deux splendides montants de portes qui ont été trouvées dans la maison du musée, qui était dans un mur, avec une splendide sculpture en arbre de vie Renaissance, qui était à l'intérieur du mur. Au XIXe siècle, les gens ont construit une fenêtre, ont récupéré les deux montants, sans demander d'autorisation, on met la partie sculptée à l'intérieur du mur, ça devient absolument anonyme. Oui, comme ça, on est tranquille. Voilà. Alors, pour en revenir à ces pierres qui sont sous ce fameux porche, en fait, ce porche est aménagé sous la grange d'Imières. Vous êtes toujours face à l'abbatiale, vous prenez à votre droite la rue du Couvent et vous avez un énorme bâtiment qui était donc dans la dernière période de reconstruction de l'abbaye au XVIIIe siècle, donc après ce fameux incendie de 1707, qui était la grange d'Imières, où on stockait les produits perçus par ce fameux impôt perçu par l'Église, par ce fameux sur les cultures, sur les récoltes, sur les vendanges. Et ce porche-là servait à amener des chariots sous le bâtiment. Il y avait une trappe sous le plafond de ce porche-là et qui permettait de monter les sacs de blé, par exemple, dans les parties supérieures de la grange. Le vin, par exemple, était rentré directement. Vous avez sur votre gauche, tout ce porche, une énorme porte, et qui donnait accès à des caves voûtées que vous pouvez voir par les soupiraux encore ouverts. Vous pouvez voir des magnifiques caves voûtées, et on stockait ces barriques de vin directement en les faisant rouler dans les caves. Oui. Alors ces pierres sculptées dont vous parliez tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Ce sont des éléments de pierre tombale qui avaient été aménagés dans le chœur gothique de l'abbatiale de Marmoutier, qu'on a démoli au XVIIIe siècle pour faire place à ce magnifique chœur baroque en style néo-gothique. Donc on a retrouvé ces pierres-là, plutôt que de les jeter, on les a mis dans le mur. Il y a également des éléments d'architecture, des encadrements de fenêtres avec des armoiries des abbés. Donc on avait déjà un souci de conservation. Alors vous dire à quelle époque ça a été fait, ça c'est très difficile, probablement au siècle dernier ou au début du siècle. Donc au lieu de perdre ces éléments, on les a scellés, on les a fixés ou on les a maçonnés dans le mur. Donc c'est intéressant, c'est une des parties, une des curiosités de Marmoutier. Ce bâtiment est assez haut, avec des escaliers donc en pierre de taille également. Alors ces escaliers devant, tout ça ce sont des aménagements très modernes. Il faut savoir, à la Révolution, donc tous ces bâtiments ont été divisés en plusieurs petites parcelles, revendus à des particuliers, et chaque particulier a sur sa parcelle construit des escaliers pour pouvoir accéder à sa propriété, tandis qu'auparavant c'était d'un seul tenant. Les entrées étaient uniquement soit par l'avant, donc sur la place de Marmoutier, l'actuelle maison Mesmer, qui était le logement du père aumônier de l'abbaye, ou soit par l'arrière sous ce fameux porche. Mais toutes les entrées que vous avez actuellement avec ces escaliers en pierre de taille, ce sont les entrées, j'appelle les entrées modernes, aménagées justement par ces propriétaires après la Révolution pour accéder à leurs biens. Il y avait
à ce niveau-là que des fenêtres. Non, je crois ce qu'il faut dire, vous dites que le bâtiment est très haut. En fait, c'est un bâtiment à deux niveaux. Il y a les caves pour le vin et au-dessus les granges pour les produits de la terre. Mais les caves sont des caves voûtées qui font 6 mètres sous clé de voûte et qui sont enterrées à moitié. Ce qui veut dire que le plancher du rez-de-chaussée, disons des granges, est à 3 mètres au-dessus du sol. Justement. Oui, justement. C'est ce qui m'avait frappé lorsque tout récemment... Mais disons donc 3 mètres au-dessus du sol, d'où ces escaliers pour accéder au niveau du rez-de-chaussée. Au niveau du rez-de-chaussée. Et le rez-de-chaussée sont des granges, il est également, lui, à une hauteur, il doit faire 5 ou 6 mètres de haut, donc vous avez tout de même au-dessus du sol une façade qui fait 9 mètres. Oui, à peu près. Oui. Il faut dire qu'il y a eu récemment des travaux justement dans cette partie-là, puisqu'il y a un très gros projet qui existe à Marmoutier, c'est l'aménagement du Centre européen de l'orgue, qui est prévu justement dans ces bâtiments-là. Donc il y a eu une mise hors d'eau du bâtiment qui est en très mauvais état, puisqu'il y avait une usine au début du siècle qui fabriquait des chaussures. Et donc on a aménagé des niveaux intermédiaires, bien sûr, pour augmenter les surfaces de stockage. On a mis des machines, donc tout ça, ça a quand même pas mal abîmé le bâtiment. Donc il a fallu le reprendre entièrement. Donc on a refait la toiture, on a refait la charpente, ce qui a permis de faire qui m'a permis de faire une étude architecturale assez intéressante sur ce bâtiment-là. Mais également, on a réaménagé les niveaux anciens, c'est-à-dire on a retrouvé les volumes anciens de la bâtisse. On a supprimé tous ces étages intermédiaires, on a ces volumes anciens. Et quand on rentre là-dedans, bon, c'est fermé actuellement parce que c'est en travaux, mais quand on rentre là-dedans, c'est quelque chose d'énorme, d'important aussi. Hein. Alors quand on poursuit notre visite à l'extérieur donc de l'abbatiale de Marmoutier, donc on arrive juste avant ce fameux porche, on avait la buanderie qui était à ce niveau-là. On continue, on passe le porche, on va dans la partie sud donc où il y avait le cloître gothique. Il y avait un certain nombre de bâtiments qui servaient à stocker des choses ou qui servaient à mettre peut-être des animaux ou à stocker du matériel. Ensuite, on poursuit par l'arrière du cœur de l'abbatiale. On tombe sur l'infirmerie de l'abbaye, qui est une maison particulière, qui est une maison énorme. Également, dans ce secteur-là, tu as parlé tout à l'heure des frères. Et il y avait des frères laits qui travaillaient. À titre indicatif, je signale, nous possédons au musée de Marmoutier, nous avons récupéré il y a 2 ou 3 ans un vieil ouvrage. Bon, c'est un de ces ouvrages de théologie tels qu'on en faisait au XVIIe, XVIIIe siècle, qui ne présente en tant qu'ouvrage aucun intérêt, mais sur une page de garde, il y a le nom du propriétaire. C'est un frère laid, Hubertus Sabotier. Oui, c'est d'ailleurs un des seuls vestiges de la bibliothèque, un peu de l'abbaye, puisque malheureusement il y a eu un petit incident, bon, sans vouloir polémiquer, mais il faut quand même le signaler, et ça c'est dû à l'ignorance des gens. Il y avait un certain nombre de vieux ouvrages, de vieilles choses qui étaient stockées dans le grenier du presbytère de Marmoutier. Le recteur a donné consigne de nettoyer ce grenier-là. On a mis une benne, on a jeté dans la benne pas mal de choses. Il y avait, comme Marmoutier est très visité, il y avait un quart d'Allemands qui était là. Les Allemands ont mis le nez dans la benne et ont trouvé un certain nombre d'ouvrages. Et le seul ouvrage qu'on ait pu sauver, c'est ce livre du père Sabotier. Tout le reste est parti en Allemagne. Et les Allemands sont partis en rigolant en nous disant la prochaine fois que vous déménagez des greniers, prévenez-nous, on viendra vous aider. Donc quelque chose de malheureux, donc les derniers vestiges de la bibliothèque de l'abbaye qui est partie. Alors pour les récupérer maintenant, ça a été autre chose. Hein. Ouais. On ne les a pas récupérés d'ailleurs, on les a laissés. Donc en poursuivant notre visite, on arrive maintenant sur la partie du cloître du XVIIIe siècle, qui a été aménagé au XVIIIe siècle à la place du cimetière conventuel, puisque tous les ossements ont été mis dans une fosse commune, les ossements des moines ont été mis dans une fosse commune au niveau du cimetière paroissial actuel. Donc là, on a aménagé ce fameux cloître, et en poursuivant notre visite, on passe devant des vestiges de murs, qui sont les vestiges de la grande sacristie, qui collaient littéralement les bâtiments du cloître du XVIIIe siècle au transept nord de l'église. C'est là où il y a le petit passage. C'est là où il y a le petit passage, et où on arrive au presbytère, et après on arrive devant l'église. Ensuite, en poursuivant, donc on voit ces bâtiments, on a les vestiges de la salle capitulaire, quand même, bon, qui est privée, bien sûr, on ne peut pas y rentrer.
J'ai vu quelques photos, mais c'est tout ce que j'ai pu voir. Ensuite, on poursuit, on a un autre grand bâtiment qui avait la même taille de cette grande sacristie à l'autre bout, qui était l'ancienne bibliothèque. Ensuite, on poursuit, on passe devant les dortoirs des moines et les cabinets de travail des moines, pour ensuite revenir sur la place de l'église et se retrouver dans la cour d'honneur de l'abbaye de Marmoutier. La mairie actuelle était le logement du père Sellerier, et le syndicat d'initiative actuel, bon, c'est ce que j'appelle moi des constructions pirates, c'est-à-dire c'est des constructions modernes qui ont été faites au siècle dernier, qui n'ont rien à voir avec l'abbaye. On a séparé cette cour d'honneur en deux parties, en construisant des petites maisons pour loger les gens. Donc voilà, rapidement fait la visite de l'abbatiale de Marmoutier. Il ne me reste plus qu'à parler maintenant rapidement, parce qu'on arrive à la fin du temps de l'émission. Justement, pour permettre à nos auditeurs d'aller boire un coup, et on va donc faire un peu de musique, François, et puis voilà, il ne reste plus grand-chose, hein, comme minute, 17 minutes qui nous restent. Bon, on arrivera à terminer, ne vous inquiétez pas. Nous revoilà, Monsieur Peralt, il vous reste exactement 15 minutes pour nous raconter le reste sur ce Marmoutier. Mais j'admets que c'est pas facile de faire une description d'une abbatiale, de l'importance de Marmoutier, ici devant un micro. Chapeau, bravo. On peut résoudre ce problème-là, puisque demain, comme je l'avais dit la semaine dernière, à 14 h, nous avons une visite de l'abbaye de Marmoutier, que je dirigerai, où on va voir... Après-demain. Dimanche, exactement, parce que moi je suis déjà dimanche, puisque j'ai préparé en partie la visite également cet après-midi, donc j'ai le nez déjà dans la visite, donc où on verra tout ce dont j'ai parlé, et on le verra sur le terrain. Donc ça sera beaucoup plus facile pour les auditeurs qui voudront se déplacer à Marmoutier pour comprendre. L'invitation est lancée. L'invitation est lancée. Hein. Venez nombreux. C'est dans le cadre des activités du Parc régional des Vosges du Nord. Donc c'est une visite qui est organisée une fois par an sur l'ensemble de l'abbaye, c'est-à-dire non seulement l'abbaye, mais également les fortifications de Marmoutier et la cour colongère. Donc c'est une visite qui dure à peu près 3 heures, environ 3 heures à 3 heures et demie. Qui commence à 14 h, oui. Donc le rendez-vous devant le syndicat d'initiative, donc sur la place devant l'abbatiale, et qui se termine donc aux alentours de 17 h. Alors le dernier élément important il reste deux éléments importants dont je n'ai pas parlé,
C'est le chœur baroque qui a été construit au XVIIIe siècle, où on a démoli le chœur gothique pour construire un chœur beaucoup plus aéré, beaucoup plus profond, beaucoup plus large, qui est en style néo-gothique, où déjà on avait un souci archéologique, c'est-à-dire qu'on a essayé de copier le style de la nef, un peu, mais tout en gardant le côté baroque, le côté assez exubérant de ce style-là. Et également, donc, on a aménagé ces magnifiques stalles qui sont dans le chœur. Donc, quand même, je tiens à préciser qu'il y a 2 stalles qui ne viennent pas de Marmoutier, vous verrez quand vous serez devant le chœur, sur votre droite, au fond, il y a une partie qui a brûlé. On voit encore les traces de brûlé. Et notamment, il y a 2 stalles qui ont disparu et qui ont été remplacées par des stalles de l'abbaye de Neubourg. Donc, mais qui ont un style complètement différent. Donc ça, c'est le chœur. L'autre partie étant, bon, je ne vais pas en parler là parce qu'on n'aurait pas trop le temps, je ne suis pas un spécialiste de l'orgue Silbermann, mais il y a ce magnifique orgue Silbermann à Marmoutier qui date du début du XVIIIe siècle, qui a été restauré à l'identique, qui n'a pas été, dont on n'a pas mis l'électricité également, qui est une restauration due au professeur Marcel Thoman, qui préside l'association des Amis de l'orgue de Marmoutier et qui donne un certain nombre de concerts à Marmoutier, dont ce soir il y avait un concert de Gustave Léonard, le fameux pape de l'orgue, et il y a 15 jours il y avait un concert de Michel Chapuis. Donc cet instrument-là qui est quelque chose de fantastique, aux sonorités assez étonnantes, et également dans le volume de l'abbatiale de Marmoutier, je peux vous dire, ça vous fait dresser les poils sur les bras quand même, et aussi la chair de poule en même temps. Donc le dernier élément important de l'abbatiale de Marmoutier, c'est sa crypte archéologique. Il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, il y a eu des travaux d'aménagement d'un système de chauffage dans l'église. Et à cette occasion-là, donc la DRAC, la Direction des Affaires culturelles, a décidé de réaliser des fouilles archéologiques dans l'abbatiale pour voir ce qu'il y avait en dessous et pour essayer de repérer les bâtiments les plus anciens. Donc un certain nombre de vestiges ont été mis au jour, ont été dégagés, ont été expliqués. Et au lieu de reboucher tout bêtement, de remettre de la terre rebouchée tout bêtement, donc le maire de l'époque a décidé de faire aménager une crypte, donc de construire un plafond au-dessus et d'aménager une crypte qu'on peut visiter actuellement. Alors cette crypte, on y accède par le bas côté sud, par le transept sud. On descend par un escalier en vis moderne et on rentre dans la crypte. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans la crypte? Donc on peut voir les vestiges de l'église mérovingienne de l'abbé Maure. On peut voir les vestiges des églises carolingiennes et romanes restaurées par l'abbé Cels, et également une tombe de saint qui a été retrouvée dans les gravats de l'église de l'abbé Maure et qui a été choisie lors de l'édification de l'église du XIIIe siècle comme le centre de cette église. Et c'était, bon, paraît-il, la tombe d'un saint, et au-dessus duquel on a aménagé une confessio, sorte de puits, par lesquels les moines étaient en contact avec le bienheureux qui était enterré dans ce sarcophage-là. Ensuite, on a découvert dans les fouilles sous le chœur, on a découvert plusieurs sarcophages monoxyles. Ce sont des sarcophages en chêne, en bois, donc taillés dans un seul tenant, dans un tronc. Là, il y a des légendes germaniques qui disent que à la naissance d'un enfant, on plantait un arbre. Cet arbre était le compagnon de la vie, durant la vie de cet enfant, et à sa mort, cet arbre était taillé à la hache et devenait son cercueil. Donc on a retrouvé plusieurs de ces sarcophages monoxyliques. Malheureusement, il y en a un seul qui a pu être conservé et traité en Allemagne, et qui est exposé dans les vitrines dans la crypte de l'abbatiale de Marmoutier. C'est assez impressionnant d'ailleurs quand on descend là. Oui, c'est assez impressionnant et on peut voir, l'aménagement est très bien fait. Malheureusement, les petits panneaux qui indiquent, qui donnent des explications sont écrits en rouge ou en jaune, donc avec l'éclairage on a du mal à les lire. Et c'est quand même un aménagement assez pédagogique qui a été fait et on arrive à comprendre les différents aménagements. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir donc l'église, les absidioles et le chœur de l'église du temps de l'abbé Maure, donc l'église du 8e siècle. Le chœur qui était dans une première étape qui était semi-circulaire et après dans un second temps qui a été quadrangulaire, autour duquel on a
un certain nombre de sarcophages, puisqu'on enterrait les gens dans les églises et autour des églises. Donc, et on peut voir un de ces sarcophages d'ailleurs qui contenait les restes de 3 personnes qu'on a remis en place. Donc on a une espèce d'HLM dans un des sarcophages où on a 3 squelettes l'un sur l'autre. Ensuite, on peut voir différents autres vestiges de sarcophages, notamment un sarcophage assez intéressant à voir, un sarcophage en calcaire qui n'est pas du tout de la région, qui est un sarcophage dit bourguigno-champenois, donc qui vient bien de ces régions de Bourgogne et de Champagne, taillé dans ce calcaire blanc, et qui est une taille très fine. Ensuite, en allant plus en avant dans la crypte, on arrive à la chapelle Saint-Léobard, qui est la chapelle du moine fondateur de l'abbaye, où on peut voir son sarcophage de pierre, dans lequel on a retrouvé des traces d'un sarcophage, quelques fragments d'un sarcophage reliquaire richement orné. Et on peut voir derrière ce sarcophage également les fondations du mur du chœur gothique de l'abbatiale de Marmoutier, donc chœur gothique qui a été détruit lors de la construction du fameux chœur baroque. Et il y a un certain nombre d'aménagements également qui ont été faits. Bon, il y a des carreaux de sol qui ont été trouvés, qui ont été replacés pour mémoriser un niveau de circulation qui permettait d'accéder à la chapelle de Léobard, qui était un lieu de vénération. Et également, on a trouvé des vestiges beaucoup plus anciens, puisqu'on a trouvé des vestiges de tombes d'époque romaine, et également les vestiges d'une mémoria romaine, qui était, elle, orientée nord-sud, alors que l'abbatiale actuelle est orientée est-ouest. Donc c'est une crypte qui est très intéressante à visiter. Donc après-demain, nous allons descendre dans cette crypte, où je pourrai expliquer en détail ce que je viens de dire rapidement au micro. Oui, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut rentrer, une vingtaine de personnes. On fera une vingtaine, on peut faire, l'année dernière j'avais fait 3-4 groupes. On reste 10 minutes, un quart d'heure en bas parce qu'il fait quand même assez frais, et puis par les temps qui courent il fait chaud et le frais à l'intérieur on peut attraper mal à la gorge quand même. Mais on peut la visiter en se scindant en plusieurs groupes. Ouais. Donc, chers auditeurs, vous savez où aller dimanche après-midi, aller à Marmoutier. Gérard Peralt, c'est à votre disposition pour vous faire Le musée est ouvert également. Et voilà. Et puis il faut signaler qu'on a 2 autres manifestations. Je profite au micro. Surtout. C'est qu'on a à 14 h un circuit roman en calèche, donc dans le pays de Marmoutier, notamment sur le Piémont des Vosges, où on va visiter de nombreux édifices romans. Et également à 15 h, le circuit des 3 abbayes, où nous allons visiter, mais de façon très condensée, avec un guide professionnel, les abbayes l'abbaye de Marmoutier, mais également l'abbaye de Saint-Jean et l'abbaye de Neuvillers-les-Savernes, qui sont 3 abbayes bénédictines aussi. Justement. Il y a beaucoup, d'ailleurs, vous m'avez remis déjà la semaine dernière les manifestations de 1996 du syndicat d'initiative du pays de Marmoutier. Eh bien, donc, il y en a pas mal là-dessus, hein. Vous faites beaucoup de choses. Est-ce que vous avez plusieurs guides qui... On a beaucoup de guides bénévoles. Donc les guides bénévoles, vous en avez devant vous. Pierre Katz et moi-même. Mais nous avons aussi Camille Maglotte, qui est un professeur à la retraite. Nous avons notre recteur également, Joseph Schmitt, qui guide des visites. Et nous avons également l'assistance à ce moment-là d'une amie qui est guide professionnelle, qui est rétribuée par nous pour faire les visites, notamment le circuit des 3 abbayes. Mais l'essentiel du programme de visite mis au point à Marmoutier repose sur du bénévolat. J'ajoute, au musée de Marmoutier, les visites sont toutes guidées, et là, le guidage est assuré par 25 bénévoles qui assurent les permanences du dimanche et les jours fériés. Vous avez également, M. Perals, indiqué à nos auditeurs peut-être les numéros de téléphone. Oui, alors les numéros de téléphone, donc c'est le 88 71 46 84, 88 71 46 84, c'est le syndicat d'initiative de Marmoutier, qui est situé au 6 place du Général de Gaulle, donc juste devant l'abbatiale, vous ne pouvez pas le louper. Donc qui est récent, qui date depuis le début de cette année. Qui a été créé, le syndicat d'initiative a été créé en janvier 96, donc janvier de cette année. Et vous serez reçu par notre animatrice qui est très charmante, qui est Corinne, qui vous accueillera, qui vous donnera toutes les explications dont vous avez besoin. Et si vous venez un autre jour, nous avons une deuxième animatrice, Simone, également, qui vient seconder Corinne dans son travail pour
nous permettent de rester ouverts 7 jours sur 7 et de 10h du matin à 19h le soir. Oui. Cette promenade en calèche, sûrement, qui doit intéresser, c'est-à-dire ça part également depuis l'abbatiale. Ça part de devant l'abbatiale, c'est un circuit qui dure environ 2h30 à 3h. On passe par un certain nombre de villages. Là, on va faire le Piémont, donc on va passer du côté de Birkenwald, de Hengwiller, Hegen, Gothenus, revenir sur l'abbatiale. Et quand on fait le circuit de l'arrière-Korosberg, c'est également le départ et retour au même endroit. La première fois que nous avons essayé les calèches, il y a 15 jours, nous avons rempli 3 calèches, il y avait 19 personnes, et là, tout à l'heure, en descendant, on avait déjà rempli 4 calèches. Donc on commence à avoir un succès, et même on commence à avoir des problèmes, parce que on a des problèmes pour trouver des calèches. Voilà. Le prix de ce... Alors le prix, c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans. Pour les enfants, pour les jeunes de 12 à 16 ans, c'est 60 francs. Et pour les adultes, c'est 120 francs, ce qui n'est pas cher quand même, parce que 120 francs, ça peut paraître gros. Mais c'est quand même 3 heures de visite commentée. Donc à 40 francs de l'heure. Donc moi, c'est pas très cher quand on voit les entrées au Königsbourg ou dans d'autres monuments. Et puis on découvre la région vraiment d'un autre côté. On prend des routes, on prend des chemins forestiers qu'on ne prend pas en temps normal en voiture, et on découvre la région vraiment avec une autre vue. Messieurs, il nous reste que quelques minutes. Pierre Katz, vous avez encore... Non, mais je crois que nous avons fait le tour. Je crois que ce qu'il faut surtout garder en mémoire, c'est qu'en fait, Marmoutier a une longue histoire, qu'il y a des traces de cette histoire un peu partout, et qu'actuellement, il y a un syndicat d'initiative et un certain nombre de bénévoles qui essayent de valoriser ce patrimoine et de permettre au plus grand nombre de personnes intéressées de l'apprécier, d'en bénéficier. Monsieur Perals, Gérard Perals, le dernier mot? Le dernier mot, c'est que je vous attends après-demain dimanche à 14h à Marmoutier, où j'aurai le plaisir de vous montrer ce que j'ai essayé de vous expliquer au micro. Oui, donc, c'est pas facile de le faire devant un micro, ça se fait mieux quand on est devant les bâtiments. Et je vous remercie, messieurs, d'avoir accepté mon invitation. Et peut-être une autre occasion, on peut de nouveau revenir ici, puisque j'envisage peut-être en fin d'année de faire une fois ici une réunion avec les principaux messieurs qui vont passer ici. Comme ça, on peut échanger un peu l'histoire de cette Alsace, soit de Marmoutier ou de Benfeld, etc. Ça sera sûrement une belle journée en perspective. Voilà. Avec plaisir. Bon, je dis bonsoir à nos auditeurs et bonsoir messieurs et merci encore.